magazine que vous aimez suivre, votre magazine qui reçoit ces jours dans son numéro. Un habitué de cette émission, c'est aussi un invité des marques. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour les démocraties et les progrès sociaux et président de la nouvelle vision panafricaine. Avec lui, nous allons aborder un questionnement qui concerne bien évidemment la situation à laquelle l'Afrique se trouve actuellement. Pourquoi les crises politiques sont-elles récurrentes en Afrique? La question mérite d'être posée au regard du tableau sombre, tragique, aboutissement logique d'un acharnement des situations qui remonte d'assez loin, au moment où le maison des commerces occidentales coloniaux chantait la prospérité et que la méthode de l'impérialisme nous dépasse aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais cette problématique et surtout, malgré le processus de la démocratisation à l'échelle mondiale, l'Afrique semble toujours se complaire dans une espèce de médiocrité. Médiocrité que tout le monde déplore de tout son vœu par rapport à la réalité africaine. Voilà pourquoi nous allons voulu parler de ces questionnements avec M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. D'entrée de jeu, pourquoi les crises politiques sont-elles récurrentes en Afrique? Merci beaucoup. Il faut dire que cette question est assez complexe. Elle est même très délicate. Lorsque on regarde la géopolitique africaine, on a l'impression que l'Afrique est faite pour avoir des crises. Il y en a même de gens qui pensent que les Africains ont fait des crises politiques une profession. Malheureusement, ces crises ne nous ont pas beaucoup fait avancer. Même si de temps en temps, on a toujours dit que les crises sont toujours en amont du progrès, en amont du développement. On n'en a pas conscience. Parce que nous sommes dans une situation où il y a des gens qui jouent le tam-tam, mais nous sommes essentiellement les danseurs. C'est que quelqu'un qui joue le tam-tam, s'il n'arrête pas véritablement de jouer ce tam-tam, la danse ne va pas s'arrêter. Comment j'ai dit ça? Simplement, vous l'avez d'ailleurs survolé, lorsque vous voyez la situation africaine. Vous savez, 35 siècles avant l'ère chrétienne, l'Afrique n'a pas connu beaucoup de crises. L'Afrique était calme, elle était très puissante. L'Afrique était une puissance scientifique. L'Afrique était une puissance politique, militaire, culturelle. Des grands savants qui sont réputés aujourd'hui, des premiers savants occidentaux, les gens de la trempe de Thalès, de Pythagore, des Hippocrates, ont été en Afrique pour être formés. À ce moment-là, l'Afrique était inindivisible. C'était une confédération des royautés. Il y avait des royaumes, il y avait des empires, etc. Et il y avait une sorte de cohabitation sans beaucoup de crises. Et croyez-moi, depuis que l'Afrique a été agressée, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont entrées dans la vie des Africains. Et cela commence avec la traite négrière, parce qu'à cette époque-là, c'était au XVe siècle, il y avait une révolution, ce qu'on appelle la révolution commerciale aux États-Unis, en Amérique de manière générale. Cette révolution commerciale faisait en fait que les gens avaient des grandes plantations, etc. Et ils avaient besoin des ouvriers. Et c'est sur base de cette motivation que les Européens se sont organisés pour envahir l'Afrique et agresser l'Afrique. Mais avant les Européens, il faut reconnaître qu'il y avait des Arabes qui sont en Afrique depuis le 7e siècle, soit 1400 ans, 14 siècles total, justement pour bouleverser les structures africaines,
bouleversé la sociologie africaine, bouleversé tous les mécanismes qui ont permis véritablement que l'Afrique soit plus puissante. Et lorsqu'ils ont organisé cette traite négrière, ils ont envahi l'Afrique, ils ont déporté les Africains. En tout cas, les Arabes ont déporté 17 millions de personnes, dont 8 millions sont mortes. Les quelques rares qui ont traversé, qui sont allés en Arabe, notamment en Turquie, en Arabie Saoudite, en Iran, Irak, etc. Lorsque vous y allez maintenant, vous ne trouvez pas des Africains, des Noirs. Il n'y a pas longtemps, on a trouvé un groupe dans un quartier en Iran, composé essentiellement de Noirs. Mais imaginez-vous, depuis 14 siècles, ils ne savent même pas qu'ils sont venus d'Afrique. Ils n'ont aucune référence. Or, ce sont effectivement des Noirs qui sont venus d'Afrique. Et alors, lorsque vous arrivez au XVe siècle avec la traite négrière des Occidentaux, donc c'est la filière abrahamique, et voilà, on a déporté 200-500 millions. Parce qu'il est prouvé par une littérature abondante qu'au XVe siècle, l'Afrique représentait 800 millions d'habitants. Donc c'était le continent le plus peuplé. Mais à cause de la traite négrière, ce qu'on appelait le commerce transatlantique, et donc c'est 200 à 300 à 500 millions de personnes. Beaucoup de gens sont morts dans des caves, beaucoup de gens ont été castrés. Peu de personnes sont arrivées aux États-Unis, c'est ce qui fait aujourd'hui la catégorie des afro-descendants. Une autre partie est allée dans les Antilles, on les retrouve en Haïti, on les retrouve en Guyane, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, même à la République dominicaine, etc. Vous allez en Amérique, que ce soit au Brésil, que ce soit en Jamaïque, tout ce pays, en Équateur aussi, il y a des Noirs, etc. Donc voilà, on nous a déportés, et parmi les gens qui ont été déportés, qui sont devenus véritablement des esclaves, il y avait des types de noirs. Et la division et la récurrence de crise a commencé par là. Oui. Il y avait des noirs qui étaient appelés à travailler dans les plantations, on les appelait les noirs des champs. Et puis il y avait des noirs qui devaient travailler avec les patrons dans la maison comme domestiques, etc., qui préparaient, qui cuisinaient, etc., et qui avaient l'air de parler, d'imiter le patron, qui avaient l'air de porter des culottes, des chemises blanches, etc., et qui voulaient être plus blancs que le blanc, et qui devenaient véritablement un handicap pour les Noirs des champs qui, par besoin d'émancipation, cherchaient à faire des revendications, mais acquisés par leurs frères qui sont restés véritablement des domestiques. Et puis après, quand ils avaient eu des hommes et des femmes dans leurs plantations, finalement, on a dépassé la révolution commerciale, on est arrivé à la révolution industrielle. Ils ont découvert les industries, etc., en commençant par l'Angleterre, etc. Ça s'est généralisé jusqu'aux États-Unis. Et raison pour laquelle ils ont dit, bon, maintenant que nous avons des industries, il faut chercher des matières premières. Alors, mais là où nous sommes allés prendre les hommes et les femmes qui sont devenus des esclaves, il y avait naturellement des minéraux. Alors maintenant, il faut aller prendre ces minéraux-là. Et pour prendre ces minéraux, et donc, ils ont mis en place un autre système qu'on a appelé la colonisation. Oui. Et ils se sont retrouvés naturellement, c'était au XIXe siècle, ils se sont retrouvés de février 1884, je crois que c'était novembre 1884, en février 1885, on a organisé ce qu'on appelait la conférence de Berlin, où ils se sont retrouvés toutes les puissances de l'époque, occidentales bien entendu, sans avoir une carte qui photographiait la situation en Afrique, mais ils avaient une carte mal dessinée. Et puis bon, ils ont commencé à saucissonner l'Afrique, à diviser l'Afrique, par des personnes qui n'ont jamais été, ils n'ont aucune idée véritablement de l'Afrique.
Et c'est comme ça que vous voyez, dans tel pays, il y a des gens de même tribu dans l'autre. 4 ou 5 pays comme ça qui ont pratiquement des ethnies qui sont divisées. Et les crises ont commencé par là. Et entre-temps, les gens qui ont mis en place la colonisation, ils avaient besoin des Noirs, ce qu'on appelait des esclaves de chambre, les esclaves de maison. Chez nous, ici, les Belges nous ont appelés, ils les ont appelés des évolués. Des hommes qui ressemblaient aux Blancs, oui, mais des hommes au service des Blancs. Et ce sont eux, véritablement, qui négociaient avec les Blancs et qui travaillaient pour les Blancs. Et c'est là, justement, que les Blancs n'avaient pas besoin d'avoir des hommes et des femmes, même qui doivent aller à l'école, dans le sens de transformer ou de changer leur pays. Il fallait une éducation essentiellement pour permettre aux Blancs de tirer au maximum, naturellement, les richesses. Mais c'est Norbert Yamba, en fait, la réalité congolaise, en fait, africaine plutôt, décourage et déprime aujourd'hui les Congolais conscients et même de bonne volonté. La manière dont vous avez dressé plutôt ces bilans en grands traits mais discrètement, nous avons quand même l'impression qu'il y a une insuffisance. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que l'insuffisance de l'homme noir est-elle génétique ou éducationnelle? Avant de vous répondre à cette question très pertinente, parce oui, que si on répond à la question, on aura compris ce que nous devons faire. Oui. Mais je voudrais simplement vous dire qu'en dehors de la colonisation, oui, les colonisateurs ont compris finalement qu'en occupant nos pays, ils avaient la responsabilité d'exploiter nos richesses. Ils ont réfléchi, parce qu'à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, qui était puissante à l'époque, a été vaincue. Et on l'a arraché, n'est-ce pas, les différents pays qui colonisaient en Afrique. On a confié à d'autres pays africains, notamment par exemple le Rwanda, le Burundi. Bon, c'était pour les Allemands, mais bon, récupéré, confié à la Belgique. Oui. Alors maintenant, quand l'Allemagne est rentrée, l'Allemagne a commencé à s'organiser. Et s'organiser jusqu'à récupérer sa puissance. Lorsqu'on comparait les avantages entre ceux qui colonisaient et ceux qui ne colonisaient plus comme l'Allemagne, etc., ils se sont finalement rendus compte que l'Allemagne était en avance par rapport à eux. Parce que regardez, quand vous êtes en ville, vous avez des maisons qui ont été construites par les Blancs, vous avez des écoles, vous avez des hôpitaux, vous avez des routes, etc. C'est que très clairement, ils ont consenti des sacrifices pour réaliser cela. Et donc, ils prenaient 80% de ce qui représente les revenus qu'ils produisaient et ils nous laissaient 20%. Et c'est comme ça que l'Allemagne, progressant, ils ont fini par se dire, ben, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions créer un autre système qui permette à ce que nous soyons présents sans être présents? C'est-à-dire? Ça veut dire en fait qu'un système où nous disons que les gens deviennent indépendants, oui, mais ils ne sont pas indépendants, mais ils sont, nous ne serons plus là, mais nous serons représentés par eux-mêmes. On les appelle les héritiers de la colonisation. Et ils ont mis en place ce qu'on appelait la décolonisation, qu'on appelle la colonisation inachevée. Oui. Et donc cette décolonisation, c'est donc les Africains, si je prends le Congo, dirigé par les évolués, mais qui représente les intérêts de Blancs. Là aussi, vous avez des catégories, n'est-ce pas, de citoyens. Il y a d'une part l'élite, ceux qui sont censés travailler pour que la situation change, qui malheureusement s'occupent de leurs propres intérêts au détriment de l'ensemble de notre peuple. On a appelé l'autre fois un océan de misère avec un îlot d'abondance. Donc s'il faut comprendre mieux, c'était une décolonisation nominale. Non, c'est nominal. Oui. Nominal, simplement parce qu'on nous a décolonisés, mais nous n'avons pas reconquis nos autonomies. Nous avions une manière de vivre, nous avions une certaine puissance, mais qui a été neutralisée par des outils, par des ameçons qui ont été utilisés par l'Occident à son temps, notamment la religion. Une religion dite révélée, mais qui est fondamentalement importée, où on nous présente
naturellement des dieux, des blancs, où le dieu, c'est un vieux papa avec une barbe, avec couleur blanche. Donc le blanc nous disait que Dieu est blanc. Et quand vous voyez les anges blancs, même les messagers blancs, or Dieu, personne ne l'a vu, mais on nous l'a dessiné avec une barbe blanche, etc. Donc, voyez, donc ils ont utilisé des hameçons au travers de la religion pour nous neutraliser, parce que nous avons vécu 35 siècles, 3500 ans avant l'ère chrétienne. Nous étions très puissants. Nous avons dominé le monde. Et donc, pour nous neutraliser, ils ont amené la religion. Et aujourd'hui, on continue. Vous voyez, autant de personnes qui se déclarent des religieux, etc., qui sont capables de guérir les malades. Et pourtant, ils auraient pu terminer les maladies dans les hôpitaux. On continue à être malade. Dans quelles circonstances les gens sont guéris? Deuxièmement, tout le monde est chrétien, tout le monde est musulman. Entre-temps, tout le monde qui est dans les institutions de la République sont des hommes et des femmes qui sont véritablement des chrétiens ou musulmans. Et lorsqu'on regarde le degré, n'est-ce pas, d'amour ou d'affection, le degré d'honnêteté, le degré d'intégrité, le degré de sincérité dans la gestion des affaires publiques, et donc on n'a pas l'impression effectivement que les églises nous ont servi à quelque chose. Et donc on se trouve dans une situation où la religion vient nous neutraliser, l'éducation vient nous neutraliser, ils nous amènent même leur système politique, la démocratie, qui est un système importé. Nous n'avons pas connu la démocratie occidentale. Aujourd'hui, il y a des théories qui vous montrent que très clairement, aucune société ne peut se faire référentielle. C'est-à-dire, aucune société n'est pas l'unité de mesure. Aucune société ne peut présenter une civilisation universelle. Edgar Morin, qui est devenu le plus grand savant contemporain aujourd'hui en Occident, il a 94 ans aujourd'hui. Il dit dans la théorie de la complexité que la vérité en descend des Pyrénées, le rêve au-delà. C'est-à-dire chaque peuple a ses racines, chaque peuple a sa civilisation. Aucune civilisation ne peut prétendre être au-dessus de l'autre. Et il invente ce qu'on a appelé la théorie de vérité contraire. Ce que vous croyez être vérité, c'est parce que moi je crois. Mais nous pouvons cohabiter parce que dans la même perception. Mais c'est Norbert Yamba. En ce qui concerne l'Afrique actuellement, vous ne voyez pas qu'il n'est pas dit que les idées dynamiques doivent nécessairement porter les sauts de l'originalité. Il suffit qu'ils soient repensés, assimilés et prendre également d'autres idées. Tout à fait. Et tu as raison, Kabea. Je me suis retrouvé en 2010 dans une province de France, à La Rochelle. Et j'ai observé la mer. J'avais vu que là-dedans, ils ont construit des maisons en dur, en pleine mer. Et quand j'ai posé la question, c'était au XIIIe siècle. Oui. Et à ce moment-là, il y avait des guerres entre l'Autriche, la France, etc. Mais ils ont construit des remparts. J'ai dit, comment on est arrivé là? Il dit, mais c'est Yamba, à cette époque-là, de Louis XIII, Louis XIV, l'espérance de vie des Français était de 36 ans. Ce sont les hommes et les femmes qui travaillaient, qui amenaient des moellons en pleine mer et qui ont construit ça. Et alors maintenant, si les gens n'avaient pas l'espérance de vie nécessaire, c'est parce qu'il y a eu des travaux forcés. Oui. Pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple pour vous dire que chaque peuple a une manière de vivre. Mais chaque peuple doit pouvoir repenser, n'est-ce pas, son parcours. Oui. L'Occident s'est mis d'accord pour repenser les différentes contradictions et à dégager un certain nombre d'orientations, d'innovations. C'est comme ça que vous entendez, n'est-ce pas, la Première République chez les Français, la Deuxième République. Aujourd'hui, on est à la 5e. Mais la fondation reste la même. Le problème pour nous, c'est que quand on nous amène la démocratie, nous ne repensons pas. Et quand un juriste commence à reproduire les histoires de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, etc., il croit qu'il est intelligent. Mais il faut aller dans nos villages ici, vous allez trouver des gens qui connaissent le droit, comment on a maintenu l'ordre social. Vous savez que l'Afrique, à son temps, a inventé l'astrophysique, la théorie de la transhumance aujourd'hui, c'est africaine.
C'est comme ça que vous allez, même en Égypte, vous trouvez des pharaons, des pyramides, où le corps de pharaon n'est toujours pas décomposé. Mais ça, c'était le génie de l'Afrique. Mais alors, quand on nous amène des enseignements, nous devenons des perroquets, nous devenons des récitateurs, et donc nous faisons la volonté. Ils nous amènent des idéologies, le libéralisme, le capitalisme, le socialisme. Nous aussi, nous les emboîtons de... Et entre-temps, les libéralistes, comment on dit, les libéralistes, se battent contre les socialistes. Et les socialistes se battent contre les communistes. C'est comme ça. Et nos partis politiques qui sont opérationnels chez nous sont des partis qui sont calqués dans le modèle occidental. Vous allez trouver l'Alliance internationale socialiste, internationale libérale, internationale chrétienne. Nous, on s'enrôle. On s'enrôle. Et quand entre nous, on se bat, oh, sociodémocrate, oh, sociolibéral, etc. On se bat, on se divise. Et la crise devient récurrente. Chez nous, les intellectuels, vous allez à l'université, vous avez le professeur, au lieu d'inventer leurs propres idées, ils sont tous tentés de copier. Karl Marx a dit, moi je suis marxiste, et il est auréolé d'un prestige. Il n'a même pas honte. Mais c'est pour montrer que tout le monde n'a pas le monopole de la vérité. Non, parce que l'enseignement... Il faut faire allusion à certaines idées pour essayer d'emmagasiner un certain nombre de connaissances par rapport à ce que l'autre a dit. Oui, ça c'est le modèle occidental de la vérité. Mais pourquoi KBA, on ne peut pas avoir? Vous êtes communicateur, formé. Vous pouvez nous donner, vous savez, interroger ce qu'avaient fait nos ancêtres. Sur base de la communication ancestrale, on peut théoriser, on peut moderniser, et on peut vendre comme ils nous vendent les renseignements. Pourquoi vous êtes là en train véritablement de dire non, j'ai suivi le professeur tel. Et non, parce que bon, Clémenceau avait dit, arrêtez. Quand est-ce que nous serons à mesure, nous là, de dire Yamba Yamba dit? Et il y a une sorte de pollution intellectuelle. La pollution intellectuelle. Là, c'est pour prôner votre intellectualisme. Non, mais la pollution intellectuelle chez nous, non, la confusion, c'est ce qui est à la base des crises, non? Oui. Les intellectuels, il faut le voir, même dans les universités. J'ai lisé il n'y a pas longtemps, à l'époque d'Engal, à l'époque de Moudimbe, etc., comment les gens étaient divisés en 10 universités. Tel prônait le courant, par exemple, marxiste, tel, le courant Engels, etc. On oublie même quelle était la contribution véritablement de tous ces gens au niveau, n'est-ce pas, de l'esclavage chez nous. Alors maintenant, on nous divise. Et c'est ce qu'on appelle la confusion intellectuelle, parce que nous n'avons pas une seule parole, nous n'avons pas une vue commune, nous ne savons pas ce que les ancêtres ont persisté, etc. Et donc, au-delà de ça, et je te reviens à la question, oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des crises récurrentes? Oui, crises récurrentes parce qu'il y a le nègre. Il y a le nègre des maisons et le nègre des champs. Le nègre des maisons, ce sont ces héritiers de la colonisation qui ont pris le pouvoir, qui étaient autrefois chez les Blancs et qui servent le Blanc et qui reçoivent en récompense la maintenance au pouvoir, mais qui ne tiennent pas compte de la population qui est majoritaire. Cette population qui a besoin de l'eau, cette population qui a besoin des routes, cette population qui a besoin de l'information, cette population qui a besoin de logement, cette population qui a besoin de l'alimentation, tous les différents problèmes qui reposent véritablement sur le bien fondé d'un homme sur la terre. Et donc, il y a une sorte de décalage, une sorte de distanciation entre ceux qui gèrent la République, qui sont censés gérer le patrimoine national, dont tous nous sommes des copropriétaires, et ceux qui entendent véritablement que nous puissions aussi jouer. Or, il y a un partage. On travaille essentiellement pour les puissances d'argent, mais on ne travaille pas pour la population. Raison pour laquelle vous entendez telle institution à tel argent, telle touche 12 000. Non, excusez. Oui. Et vous avez un huissier qui vous touche par exemple 50 000. La tension salariale. C'est ça. Donc, on est dans cette situation-là. Toutes les crises des avoirs. Regardez, vous allez voir, vous observez même nos propres maisons. Vous allez voir qu'il y a une crise entre les hommes. Vous allez dans un quartier à Matete et vous voyez une maison en étage de 5 étages, 10 étages, et le reste, vous voyez des cases. Voilà. Donc, quand vous voyez d'office, vous avez par exemple les caractéristiques de cette crise. Et alors maintenant, si
nous voulons vraiment nous en sortir, il va falloir qu'on soit posé et qu'on revisite tout ce que nous avons, toute notre histoire, etc. Donc une remise en question. Une remise en question. Oui. Mabika Kalanda l'avait dit, etc. C'était remise en question. Mais pas en termes de déclaration incantatoires. Il faut réfléchir, parce qu'il y a des gens qui disent une remise en question, et ça s'arrête là. Les combles pour les élites, les intellectuels, c'est qu'ils savent faire un diagnostic, mais ils ne proposent pas. Et quand ils proposent, ce sont des choses élémentaires qui ne peuvent pas véritablement être rendues opérationnelles. Encore que lorsque on a des hommes et des femmes qui dirigent, ils doivent être en mesure d'avoir une immensité d'intelligence, etc. et tenter d'être bâtisseurs dans l'opérationnalisation. Mais c'est Norbert Yamba. Lorsque le roi des Belges fit lancer son aventure coloniale au Congo, les discours étaient celui consistant à faire admettre que la civilisation supérieure devait être transposée vers les zones des ténèbres congolaises, en fait. Mais c'est dans cette optique que les Congolais ont intériorisé l'évidence selon laquelle le passé est une grande préoccupation dans nos démarches politiques. Donc, par là, je dirais qu'on ne fait pas la politique en fonction du passé, d'autant plus que la politique est une projection et une anticipation de l'avenir. Plus de 40 ans après la colonisation, plus d'années d'ingérence aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à l'homme noir pour son émergence et son émancipation? Ok, il faut reconnaître que des gens comme un compatriote burundais qui disait que bon, si nous considérons que les solutions occidentales ou européennes sont les meilleures, confions notre destin aux Européens parce qu'ils sont capables de faire plus que les plus les européanisés d'entre nous. Si nous croyons que notre destin peut leur être confié, tant mieux. Parce qu'on peut avoir des Africains qui sont européanisés, mais ils ne peuvent pas faire de la même manière que les Européens. Mais va-t-on confier notre destin aux Européens qui ont été nos gourous, qui ont mis en place des mécanismes où aujourd'hui on est aliéné complètement, où on est esclave pendant tout ce temps? Mais toutes ces crises sont le résultat de l'esclavagisme. Écoutez, aujourd'hui, je crois, le moment est arrivé, non seulement de faire un diagnostic, mais de se dire, coupons, payons les droits à la contestation pour dire non. Tu vois? Et donc, moi je pense, KBA, que la première chose, c'est de revisiter la religion. Les enfants d'Abraham nous ont beaucoup infantilisés. Les Arabes sont allés avec nous, ils ont tué, ils ont utilisé ce qu'ils ont utilisé, etc. Ils ont beaucoup gagné. Ils ont été des sous-traitants des Occidentaux. On doit revisiter la religion, mais en même temps, la dimension politique intervient. Attention, la religion, c'est quoi? La religion, c'est une institution. La religion, ce n'est pas un fax récit de Dieu. La religion, c'est une organisation, c'est une institution humaine d'un certain nombre de personnes qui croient en Dieu et qui disent, bon, mettons en place les pratiques, mettons en place les dogmes, mettons en place les usages, et nous allons commencer à respecter cela parce qu'il y a une référence à notre Dieu, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Et personne n'avait parlé avec Dieu en recevant les mails ou les messages phoniques ou une communication virtuelle. Non. Mais parce que nous croyons. C'est comme ça qu'on dit que la religion est une croyance. Mais la religion n'est pas un savoir. Ce n'est pas une connaissance. L'économie de la religion part par la croyance. Et quand on croit que Dieu va faire, et on attend que Dieu fasse, il n'y a pas une répartition des tâches. Le pays n'avance pas. Tous les pays qui ont pris l'économie de la religion n'ont pas avancé. Mais lorsque la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances, bien entendu. Là, il n'y a pas de connaissances dans la religion. Non, c'est cela. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on parle plus de l'économie de la connaissance. C'est-à-dire? Ça veut dire, en fait, le savoir nous permet de fabriquer des chaises, d'avoir un modèle de fabrication, de construction d'une maison, de fabriquer la caméra. C'est la connaissance. Et dans la religion, la tendance générale, prions
on aura un résultat. Mais une connaissance axée vers la religion, M. Norbert. Mais oui, mais écoutez, nous, l'homme est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme a Dieu dans lui. Il est capable de faire des choses merveilleuses. C'est comme ça que Kabea, de tout le temps, quand vous allez au village, on va vous dire, tel palmier peut être coupé, nous aurons du vin du palme. Qui était la première personne qui a dit que ce palmier contient du vin du palme? C'est une découverte, Kabea. C'est ça le génie, c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Kabea, qui a donné le feu? Qui a apporté la métallurgie? Les Blancs ne sont venus qu'au 15e siècle. Mais nous, on fabriquait des machettes, on fabriquait des bêches, on coupait, on mangeait, Kabea. On préparait. Nous, on ne mangeait pas comme des sauvages. Mais qui a donné cet esprit-là pour dire que quand on fait telle technique, quand on fait telle technologie, on peut avoir du feu? C'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. C'est ce génie que nous avons manqué. Mais M. Norbert, vous là, on peut vous mettre dans quelle catégorie? Catégorie des... En fait, vous êtes un athée ou bien un christianiste? Voilà comment tu es aliéné complètement. Et ça, ce sont des ingrédients qui ont été fabriqués dans la perspective. Quand quelqu'un commence à réfléchir, on dit non, 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 non. Est-ce que tu es athée? C'est ça. J'ai dit que la spiritualité est différente de la religion. La religion, c'est une organisation humaine. Tandis que la spiritualité, Dieu nous envoie. Il envoie chaque peuple avec ses capacités de pouvoir connaître son environnement, de connaître la nature naturelle, de chercher des solutions par rapport à cet esprit-là. Raison pour laquelle quelqu'un est à Kisangani, il fabrique la pirogue. Quand vous allez en forêt, ce n'est pas n'importe quel arbre qu'on peut fabriquer la pirogue. Qui a découvert que tel arbre est capable d'être fabriqué et tel autre arbre ne peut pas servir de pirogue? Les Blancs n'étaient pas encore là. C'est que nous avions une finesse. Regardez, lorsque vous coupez le palmier, vous avez du vin de palme. Mais qui a découvert que dans le palmier, il y a des noix de palme? Et que le noix peut donner de l'huile. Et que l'huile n'est pas de l'acide. Et que là-dedans, il y a des amandes dans les noix. Et qu'avec ça, on peut fabriquer de l'huile. On peut fabriquer du savon. Nos ancêtres le faisaient. Fabriquer du savon avant que les Blancs n'arrivent. C'est cet esprit-là que nous avons perdu. Qui a su que tel praticien connaît telle feuille pour guérir telle maladie? Chez les Européens, on appelle ça des herboristes. Les gens qui utilisent l'herbe pour traiter les gens. Chez nous, quand quelqu'un ose d'utiliser l'herbe, on dit c'est un sorcier. Qui a amené la notion de sorcier? C'est la religion abrahamique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On dit non, non, non. Vous là, tout ce que vous faites, tout ce que vos ancêtres ont fait. Mais où est le problème lorsque l'homme blanc a tout modernisé? La modernité à quel niveau? La modernité n'est pas... Écoutez, les Chinois, ils n'ont pas utilisé la voie de la religion pour être ce qu'ils sont. Ils ont utilisé leur spiritualité. Un homme comme taoïsme, un homme Tao ou bien Confucius, etc. sont des spiritualistes, ce ne sont pas des religieux. Mais vous ne voyez pas que pour nous, les Africains, c'est un travail de longues haleines? Eh oh là là! Mais d'abord, nous mettons-nous d'accord. Cheikh Anta Diop disait, Africains, armez-vous des sciences. Il n'y a que le savoir qui va vous sortir de la situation où vous êtes. Mais dès qu'on aura des hommes et des femmes qui croient dans leur fort intérieur que l'Afrique a vécu des millénaires et l'Afrique a été puissante, à ce moment-là, si nous avons des hommes politiques qui ont cette vision, qui croient que l'Afrique peut changer, pas des pessimistes comme vous, et qui visiblement, au regard de ça, ils montent un arsenal, ce qu'on appelle l'arsenal institutionnel. Un arrangement institutionnel qui nous permet de monter à la confédération. Nous avons vécu, il y avait le pharaon. Le pharaon était le roi des rois. Il y avait des royaumes. Regardez Kabea. Vous savez qu'en 1200, jusqu'en 1200, il n'y avait pas d'école en Europe. Mais en 1200, Kabea, il y avait l'université de Sakoré, à Toubouctou. Vous savez, les djihadistes ont détruit Toubouctou, qui est la référence référentielle de ce qui représente le savoir africain. Vous savez qui a soutenu les djihadistes qui sont venus de la Libye? Mais on leur a donné des moyens. Vous savez qui soutient? Parce que bon, on parle de crise. Qui soutient les Boko Haram?
pour qu'on détruise, on puisse prendre des enfants, filles, des petites filles qui sont au lycée, etc., et partir ça avec toutes ces filles-là en forêt. Qui donne l'argent? Qui donne le matériel? Pourquoi le gouvernement est incapable de pouvoir neutraliser ces gens-là? C'est ça, Kabeya. Pourquoi la guerre ne se termine pas à l'Est? Kabeya, il y a deux enjeux politiques. Et ces enjeux politiques relèvent de la géopolitique internationale. Et cette géopolitique internationale est caractérisée par les relations du centre et de la périphérie. Si on se réfère effectivement à Samir Amin, etc., on peut bien comprendre ces enjeux-là. Alors maintenant, il faut qu'on soit décolonisé. Il faut qu'on soit déraciné. Il faut qu'on soit désaliéné. Et Kabeya, il faut couper les cordons ombilicaux pour que nous ayons nos propres religions. Et aujourd'hui même, certaines de nos religions ont voulu copier les églises de réveil. Et c'est ça le drame. C'est comme ça que lorsqu'il y aura des grands panafricanistes, etc., ils vont pousser à la construction des États-Unis d'Afrique, à la confédération des royautés, et puis nos États deviendront des provinces. Certainement que les dirigeants ne veulent pas qu'ils soient appelés des gouverneurs, on va les appeler présidents, mais ils vont fonctionner comme des gouverneurs. Ce n'est pas encore une réalité. Mais non, attention. Oui. Il faut toujours être optimiste, Kabeya. Quand vous dites ça, alors là, vous êtes un intellectuel en pantoufle. Et ce n'est pas normal. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas une réalité? Dès lors que nous avons un agenda, l'agenda 2063, dans cet agenda 2063, on entrevoit la possibilité de créer les États-Unis d'Afrique. En 2063, on sera plus de 2,5 milliards d'habitants. Mais c'est normal, vous ne voyez pas qu'il faudra une relation adulte avec l'Occident. Kadhafi a osé de faire, d'initier l'idée des États-Unis d'Afrique. Où en sommes-nous avec cette idée? Ah donc, parce que Kadhafi a été tué, et donc arrêtons de pouvoir réfléchir, arrêtons de laisser véritablement les sorts des Africains. Mais il faut chercher à être au même niveau, au même diapason. Comment on peut l'être dès lors que vous refusez que nous ne pouvons pas créer les États-Unis d'Afrique? Vous croyez ça comme une rêverie romantique? Vous qui êtes intellectuel. Mais parce que cela semble en fait impossible aux yeux des intellectuels avertis. Jamais, il y a des termes que vous ne pouvez pas utiliser. Jamais dans ta vie. Et prenez garde à partir d'aujourd'hui. L'impossibilité. L'impossible n'existe pas. Comment ça? Chez Dieu ou bien chez les humains? Mais oh là là, mais nous sommes des dieux, non? Nous sommes à l'image de Dieu. C'est vous, les biblicistes, vous dites Satan, non? Oui. Alors, vous oubliez que nous sommes à l'image de Dieu? Vous oubliez que nous sommes les dépositaires de l'Esprit de Dieu? Mais en dehors de l'impossibilité, il y a également la volonté de Dieu. Dieu peut n'est pas accepté qu'il vous a dit ça? Faire. Il vous a dit ça? Oui. Il vous a dit ça? Oui. Vous savez, Kabeya, et je voudrais vous donner une notion très importante. Et cela, ça n'a pas été enseigné. Vous savez, Kabeya, il y a deux notions importantes. La notion d'égrégore et la notion des codes codifiés. Dieu a travaillé pendant 6 jours. D'après la Bible, même si ce n'est pas vraiment 6 jours. Il y a eu des intervalles. Hein, non, mais sincèrement, Thomas Romer est en train d'expliquer. Vous faites allusion à la Bible, en même temps, vous rejetez en bloc les différentes citations de la Bible. Vous êtes aliéné, c'est pourquoi je vous remets dans votre aliénation. Pour dire que si nous considérons ce qui a été écrit par la Bible, encore que la Bible a été écrite par des personnes connues, la plupart des chercheurs, va vérifier, il y a même des apocryphes. Les apocryphes, un homme comme Luc, c'était un chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui a été en communication avec Dieu. Ah mais non, c'était un chercheur de l'époque. Et ça datait depuis le 8e siècle, avant l'ère chrétienne. Donc il ne faut pas considérer qu'il y avait des fax ou il y avait des phonies. Non! Ce sont des hommes et des femmes qui ont rassemblé un certain nombre de... Cette Bible, c'est l'ensemble des bibliothèques. Et dans les bibliothèques, on trouve un certain nombre de livres, etc. Il y a même des choses qui n'ont pas été introduites parce que ce n'était pas la volonté du roi Constantin le Grand, l'empereur, oui, qui a créé la religion dans le conseil de Nice. C'est très important, Ndeko Nangai. Et donc, si aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas par rapport à ça, nous gobons, nous mémorisons ces choses qui nous ont été données. Mais il faut rectifier quelque chose. L'empereur Constantin n'a pas créé la religion. Au contraire, dans les conciles de Nice, l'empereur Constantin a établi des dogmes, des credos et des hérésies. Et qu'est-ce que vous appelez religion? Il n'y a pas de religion sans dogme. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la religion, c'est un ensemble de dogmes, de pratiques, en référence à un être suprême, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu.
C'est très important. Et donc, on utilise la croyance. Et la croyance bloque les raisonnements. Vous voyez comment vous êtes bloqué? Vous êtes emprisonné, incarcéré. Vous êtes incapable d'avoir une marge de manœuvre pour réfléchir. Mais pourquoi ne pas opter pour une certitude, disposition de croire et d'affirmer quelque chose sans critique ou discussion? Non, mais alors, à moins que l'on soit un robot. Un robot, lorsqu'on le robotise, il marche conformément à la robotisation. Comment un homme qui a l'esprit de Dieu, et vous dites non, accepter des certitudes? Comment vous savez que ce sont des certitudes? Comment vous savez que c'est des certitudes? Regardez, une certitude dont vous me demandez d'accepter. Dieu est blanc, avec une barbe. Qui l'a vu? Qui l'a photographié? Qui l'a photographié? Ça, c'est la première certitude. Deuxième certitude, Adam et Ève sont les premiers êtres dans le paradis d'Éden. Ok, Adam et Ève. Regardez les photos dont on nous a présentées par les gens qui sont venus avec la Bible. Ils sont blancs. Et pourtant, toute la littérature montre que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que le premier être était noir. Alors, d'où vient Adam avec la couleur blanche? Et c'est cela la certitude qui voulait que nous puissions gober, nous ne pouvons pas réfléchir. Non, Kabia, moi, je m'interpose pour contre qui que ce soit. Je suis en train de rechercher le développement de l'Afrique. Je suis en train de rechercher le développement de l'Afrique. J'ai accepté de m'engager dans cette direction-là. Je vous assure, Kabia, j'ai compris qu'on nous a beaucoup menti. Regardez, vous ne pouvez pas imaginer, vous avez 7500 églises. Mais écoutez, avec quel résultat? Au fur et à mesure que les églises augmentent, le vol augmente, le viol augmente, l'impudicité augmente. C'est l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Oui. Voyez comment vous êtes biblique. Vous êtes aliéné. Vous êtes aliéné. Il faut vous désaliéner. Kabea, vous êtes un intellectuel, vous êtes lumière, vous avez éclairé les gens. Mais prophétie biblique. Il y a un événement qui se profile à l'horizon, qui est bien évidemment l'avenue du Seigneur Jésus-Christ, prophétisé dans la Bible. Et en dépit de cela, s'ajoutent les différents événements qui vont émailler ces retours. Mais quand vous niez tout ça, mais vous ne voyez pas que quelque part, vous contredisez en même temps votre être favorable, mais aussi la création, ou soit la Bible. Non, moi je vais nier comment. Moi je suis noir, je suis africain. Je suis chez moi ici. Vous êtes africain, mais la Bible que nous a menée, c'est une Bible universelle. Qui vous a dit ça? Pourquoi catégoriser? Qui vous a dit ça? Seulement vous êtes noir et la Bible appartient aux blancs et pas aux noirs, tout ça. Ces choses mises ensemble. Je voudrais demander à notre peuple, je voudrais demander à tous les intellectuels, ne vous fiez pas avec vos diplômes illettrés. Remettez-vous en question. Travaillez dur pour chercher des solutions. On ne peut pas se trouver dans un pays, dans un continent, où tout le monde est dans la souffrance la plus extravagante. Vous allez aux États-Unis, où nos frères ont été déportés. Ils vivent pendant... Mais à qui est-ce la faute, M. Norbert? Pendant 5 siècles, je m'excuse beaucoup. Mais quand vous êtes aux États-Unis, s'il y a des églises, la plupart des hommes que vous trouvez là-dedans, ce sont des Noirs. Vous venez en Europe, la même chose. La plupart des églises sont reprises par nos compatriotes. Soit il est pasteur d'une église de réveil, soit il est prêtre, ils ne veulent plus même rentrer ici, ils restent dans ces églises parce que ça rapporte. Mais entre-temps, nous ne changeons pas. Nous avons des docteurs dans nos pays. Nous avons des licenciés, nous avons des intellectuels dans nos institutions. Zéro comme résultat. Zéro. Nous avons plus de 75 000 églises. Regardez la situation. Comment pouvez-vous avoir des hommes politiques qui sont des chrétiens, des musulmans? On leur donne, mais ils ne sont pas sincères. Mais est-ce que, est-ce que nos malheurs aujourd'hui sont l'effet des Belges, des Occidentaux ou bien de nous-mêmes? Les deux. Les deux? Oui, c'est la conséquence, non? Les Belges nous ont soumis dans un système, d'abord traite négrière, colonisation, décolonisation, guerre froide. On nous divise. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Et quand vous entendez un économiste africain parler, pas tout le monde, ça c'est évident, la mondialisation, vous ne voyez pas comment la mondialisation, c'est la globalisation. Mais arrêtez. Mais c'est Norbert. C'est une incarcération. S'il vous plaît, M. Norbert Yambemba, on a pris, en fait, vous l'avez démontré tout de suite là, on a pris l'habitude aujourd'hui d'accuser
les Occidentaux, les impérialistes, les communistes, pure propagande suggérant intéressés. Mais ne faudrait-il pas reconnaître aussi et affirmer une part des responsabilités qui revient aux hommes politiques et aux peuples africains eux-mêmes? L'esprit de vengeance, l'absence des traditions humanistes, bas degré de formation civique ne sont pas là autant de facteurs que nous devrions éviter d'attribuer gratuitement aux impérialistes, aux occidentaux, aux communistes, ainsi de suite. Il y a des choses. Il y a les modèles, ce qu'on appelle le paradigme lui-même, qui est un modèle explicatif de ce qui est de notre agissement. Et il y a aussi l'élite. Et au niveau de l'élite, j'ai rejoint ton notion d'impérialisme. L'impérialisme n'a pas de couleur. Même les Noirs sont impérialistes. Ce n'est pas les Blancs seulement qui sont impérialistes. Et je vous ai dit qu'il y a des héritiers de la colonisation. Le blanc de couleur noire, c'est la plupart de nos dirigeants. Raison pour laquelle vous voyez un pays qui ici est capable d'avoir un budget de plus de 200 milliards de dollars et les individus prennent ça, ils se le partagent avec les puissances d'argent. Raison pour laquelle vous voyez des individus construire des universités ultra modernes. Mais le peuple lui-même n'a pas ces universités-là. C'est comme ça que vous voyez des gens construire des étages, des maisons building, etc. Mais le pays lui-même n'en a pas. Donc vous allez dire que cet homme qui est en train de gérer là, c'est un blanc ou c'est un noir? Non, c'est un blanc de couleur noire. Là aussi, il y a un problème des concepts. Les concepts peuple et les concepts population. En tant qu'intellectuel, en tant qu'un homme qui professe le développement, un esprit yamba, oui. Est-ce qu'on ne peut pas opter au concept peuple au lieu des populations? Tu es dans la répétition. Et c'est vraiment dommage. Tu vois comment tu récites? Ton enseignant t'a dit, hey, peuple, on est dans des petites choses inutiles, etc. Nous voulons quoi? Nous voulons que cette masse de la population qui est là, qui est copropriétaire de la République, qui aurait pu véritablement être bénéficiaire de tous les revenus de la République, ce peuple-là, cette population-là, trouve son compte, qu'il soit copropriétaire, qu'il soit actionnaire de la République, qu'il puisse vivre au même titre que le président de la République, le ministre, le député, etc. Comme on a vu, par exemple, en Corée du Sud, où le Premier ministre, lorsqu'il arrive, même dans une station d'essence, il est aligné comme tout le monde. C'est ça. Mais alors maintenant, vous dites population, peuple, ça. Non, écoutez, chaque concept est polysémique, Kabea. C'est ça, la polysémie d'un concept. Ça veut dire, en fait, ça dépend du contexte que vous l'utilisez. Or, tout le monde comprend, quand je parle population, je parle peuple. Mais un peu l'intellectuel à la zaïroise qui a tendance différenciation. C'est comme si ça portait quoi que ce soit. Ah non, il n'y a pas de plus-value par rapport à la compréhension. C'est très important, Kabea. Et ça, nous devons nous battre pour qu'effectivement ce genre de choses s'arrêtent. S'arrête, Kabea. Il y a un problème. Kabea, vous ne pouvez pas imaginer, Kabea, vous êtes dans une entreprise et vous travaillez. Vous êtes à la maison, c'est comme si vous ne travaillez pas. Il faut beaucoup d'acrobatie pour vivre. Et vous avez été 5 ans à l'université. Vous avez autant d'ancienneté. Et vous voulez qu'on continue par l'économie de la religion, où on nous dit non, non, attendez, il faut prier à longueur de journée. Jésus-Christ va venir. Depuis que nous avons entendu, il n'est pas encore là. Mais en entendant qu'il ne vienne, trouvons des solutions. Et ça, il faut l'économie de la connaissance. Et aujourd'hui, les Blancs, regardez comment ils sont en train même de travailler. Mais la gloire à venir est plus supérieure que les souffrances du temps présent, mais c'est Norbert. Comment? La gloire à venir est plus supérieure que les souffrances du temps présent. Donc, inutile de travailler pour la terre, mais il faut plutôt travailler pour les ciels. Si Kabea peut dire ça, alors ça c'est un problème réel. Je vois l'ampleur du travail à faire. Je vois vraiment l'ampleur du travail à faire. Je vais vous expliquer, c'est ça l'économie de la religion. Au lieu de cultiver, au lieu de fabriquer, au lieu d'avoir des richesses additionnelles, on dit prions, ça va bien. Quelqu'un va vous dire un témoignage, non, moi je portais les babouches, maintenant je porte des souliers en cuir. Voilà le témoignage. C'est ça l'économie de la religion. Au lieu de travailler, non, on ne travaille pas. Ou même quand on travaille, or, quand on travaille, vous augmentez les grégores.
Même Jésus lui-même, si on tient compte de la Bible, Jésus a dit, qui ne travaille pas ne mange pas. C'est que la solution, c'est ça, Kabea. Il y a une notion que je voulais vous expliquer, la notion du code, de loi de la nature. C'est-à-dire? Et Dieu a créé le monde, et quand il a fini, il a mis en place un certain nombre de lois, un certain nombre de principes, un certain nombre de codes. Et donc il faut décoder pour connaître comment vivre dans la société. Et donc nous, la religion qu'on nous a menée, nous avons pratiqué la spiritualité de Dieu 100 000 ans sans qu'aucune autre race ne puisse exister dans le monde. Mais quand on est venu, tout ça c'est la sorcellerie. Et pourtant ils font 4 milliards de kilomètres à l'espace. Ils vont découvrir des planètes. Comment ils le font, Kabea? Ce n'est pas dans les laboratoires, Kabea. C'est la finisse, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé, qui est dans l'homme, qui est vent. Mais voilà pourquoi Dieu dit d'abord l'obéissance et non les sacrifices. De ce que vous dites là, ce sont des sacrifices. Mais il faut obéir aux principes dont vous faites allusion. Mais alors il faut connaître les principes. Quels sont ces principes selon vous? Kabea, mais les principes sont là, Kabea. Regardez, tu es habillé en cravate, etc. Et moi, au lieu d'imiter, d'acheter une bonne cravate comme ça, quand Kabea est devenu très beau, etc., eh bien, je commence à être contre Kabea. Donc, on dit, le mal produit le mal, le bien produit le bien. Ce sont des principes. Ce sont des principes, Kabea. Ce sont des principes. Au-delà de ça, Kabea, nous avons rejeté nos traditions. Qui encore peut nous dire comment nos ancêtres vivaient? Regardez, j'ai été aux élections 2018. J'étais avec les notables. Ils m'ont dit, papa, quand il y a un des rebelles qui venait ici, ils avaient décidé de nous désinterminer. Mais nous nous sommes réunis la nuit et nous avons provoqué un fleuve. Quand ils venaient, ils ne savaient pas comment traverser. Et alors, Kabea, tu t'imagines ça? On crée un fleuve, Kabea. Dans l'hypothèse où nous n'avons même pas de l'eau, Kabea. Mais il y a des gens qui peuvent créer le fleuve. Kabea, je t'avais donné un exemple. J'étais en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a un gars là qui avait la capacité de faire des incantations et de monter à ciel ouvert, Kabea. Et il monte. Et même sa femme et ses enfants ont fui. Il dit, c'est un sorcier. Kabea, qui peut poser la question à ce monsieur? Quelle est l'énergie qui le prend et quitte le sol? Il défie la loi de la pesanteur. Tu vois, Kabea, on peut fabriquer des hélicoptères. On peut fabriquer des avions. Regardez, ceux qui sont réputés mais comme vous ne voyez pas que quelque part c'est une contradiction de votre part? Parce que quelque part, la loi de la pesanteur, c'est la dialectique de Newton. Newton, oui, c'est un blanc. Mais c'est un mais à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes en même temps contre ces différents principes de blancs. Les principes, nous sommes des humains, nous ont amenés ici. Nous sommes des humains. Quand vous êtes, la jalousie est mauvaise chez les noirs, la jalousie est mauvaise chez les blancs. Donc, ce qui vous fait là, c'est la jalousie en fait. Non, je suis en train de vous donner contre des principes. Non, les blancs n'ont pas été très gentils. Ils nous ont coupé les bras, ils ont pris nos richesses, ils nous donnent des chefs que nous ne voulons pas. Mais c'était normal, c'était une colonie d'exploitation et non de peuplement. Vous comprenez? Donc, tu es dans la reproduction. Tu es dans la reproduction, mais moi je pose des questions questionnantes. Tu vois, des questions qui appellent d'autres questions. Pourquoi nous sommes comme ça? Vous allez aux États-Unis, regardez les quartiers des Noirs. J'ai tenté même de vérifier ça en Hollande. Je suis allé visiter mes frères. Je croyais que j'étais à Kingassan. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention, Kabea. Il y a un problème. Et vous les voyez les dimanches tous alignés. Mais ça fait des siècles qu'ils sont là. Parce qu'on nous a dit que voilà, errer les pauvres, en esprit. Parce que le ciel est à terre. C'est comme ça qu'on dit, souffrant comme ça, la gloire est au ciel. Le ciel, il est où? Kabea. Vous savez où ça limite le ciel? Kabea. Quand vous montez là, vous arrivez par exemple là-bas à la ligne,
Mais pour descendre, il faut monter. Mais c'est Norbert. Attention, mais c'est Norbert. L'univers est infini. L'univers est infini. Dieu est avec nous. C'est comme ça qu'on nous a appris. Il est omniprésent, il est omniscient. Mais il ne faut pas oublier, M. Norbert, qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. La notion d'enfer n'est pas africaine. La notion d'enfer a été inventée dans le sens de faire peur aux gens. Et ça a commencé effectivement avec le Conseil de Nice. Et ils ont pris cette notion chez nous, en Égypte pharaonique, où il y avait des enfants, j'ai lu Doumbou Fakoli, qui dit que quand les jeunes gens travaillaient et que ils ne respectaient pas les aînés, on leur dit, vous irez à l'enfer. Et quand les Thalès, les Pythagore, les Hippocrates, les Hérodotes sont arrivés en Égypte, ils ont pris ça et ils sont allés retravailler. Et ils ont un produit fini. C'est comme ça qu'on dit, quand quelqu'un vous fait du mal, et la Bible vous dit, aimez vos ennemis comme vous vous aimez. Donc même si on vous prend, tout simplement parce que c'était une stratégie pour occuper nos espaces. Si on vous tape, donnez 77 fois 7. Mais c'est Norbert. Je m'excuse beaucoup. Mais les gens qui tapent là, je m'excuse. Puisque nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission, j'aimerais qu'on puisse revenir sur la vie politique, parce qu'on parle de crise politique. Mais lorsqu'on observe aujourd'hui la scène politique africaine, on constate avec effroi que la médiocrité ne parne aucun État. Elle s'observe par le fait que l'alternance politique n'est pas ressentie aujourd'hui comme une véritable nécessité. Dans tous les pays de Noirs. Mais quelle solution pour endiguer ces problèmes? Dans tous les pays, vous allez en Haïti, indépendant depuis deux siècles. C'est comme si vous étiez à Massina. Vous voyez, c'est la même chose. En Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. Dans tous les pays noirs. Tout simplement parce que nous n'avons pas de racines, nous n'avons pas de fondation. Regardez quand tu réfléchis là. Vous êtes un abruti fondationnel. Moi? Non, la configuration générale. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on croit qu'on connaît, mais on est des abrutis parce que nous ne connaissons pas notre société. Nous ne connaissons pas notre société kabéen. Nous avons imité tout de l'extérieur. La République des inconscients. Comment? Des inconscients. Certainement. On est inconscient. Il faut maintenant avoir la conscience historique. Et ça, c'est ce que Cheikh Anta Diop nous demandait. La conscience historique, ça veut dire comprendre que nous sommes ce que nous sommes simplement parce que nous avons été agressés. Et comme nous avons été agressés, il faut connaître les éléments d'agression. Et je vous ai cité la religion, l'éducation, la politique. Alors si nous considérons ça, inventons d'autres systèmes qui sont en concordance avec nos racines pour que nous ayons la fondation. Senghor disait, même s'il était plus français, quand il dit mais engageons-nous, enracinons-nous avant de nous ouvrir à l'extérieur. Et M. Césaire dit, construisons le particularisme, la spécificité avant de nous ouvrir. Ayez la fondation. Ne confions pas notre destin aux autres. Sinon, on serait toujours esclave. Mais c'est Norbert Yambemba, une petite réflexion pour terminer. Depuis notre pseudo-émancipation, nous affichons un comportement, je dirais, un comportement individuel et collectif qui montre réellement ce que nous avons et ce que nous sommes vis-à-vis des Occidentaux. Quels sont ces comportements? On voit aujourd'hui l'opposition politique qui se heurte face à l'intransigeance du pouvoir en place, et face à cette réalité, elle recherche en même temps l'arbitrage ou la médiation de l'Occident. Le pouvoir en place de son côté, lorsqu'il réussit à reculer les assauts de cette opposition, ces pouvoirs en place
prend soin et cherche la couverture de l'Occident. En fait, par là, il y a une idée qui accrédite notre thèse. C'est que l'Occident est devenu notre maître penseur, notre père nourricier. Il est devenu en même temps notre recours pour régler nos problèmes. Quelle solution pour terminer en vue de juguler cette réalité? Il faut couper le cordon ombilical. Les Chinois, les Asiatiques, l'Inde, ils ont été colonisés. N'est-ce pas? Ils ont été colonisés. L'Indonésie, ils ont été colonisés. Mais quand ils se sont réconciliés, la Chine, aujourd'hui, qui est la plus grande puissance commerciale du monde, il a fait la rupture en 1949, la révolution culturelle. Réconciliation, reconnexion avec les traditions, reconnexion avec la culture. Aujourd'hui, elles ont inventé des technologies qui leur permettent de multiplier les richesses qu'il faut repartir à leurs concitoyens. Le système politique chinois, ce n'est pas le système occidental, c'est un autre modèle, un autre paradigme. Et nous avons intérêt de chercher un autre paradigme à rentabilité interne. Parce que le paradigme qui est utilisé, il est en rentabilité externe. Alors maintenant, si nous arrivons à réfléchir de cette manière-là, en faisant une sorte de réconciliation avec, n'est-ce pas, nos ancêtres, à ce moment-là, nous allons mettre fin aux mécanismes occidentaux et nous allons coopérer avec eux. Parce qu'on ne peut pas travailler de manière autarcique, on va se respecter les uns les autres, etc. Monsieur Norbert Yamba, les bonnes choses ne durent pas du temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention au cours de cette émission Synopsis. On se retrouve le vendredi prochain avec notre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Merci. Merci.